Je m'appelle Vincent Forge, je travaille au JPREB. Donc, c'est un syndicat mixte qui s'occupe de la réhabilitation de l'étang de Berre. Moi, je suis ingénieur à la base d'une grande école de Paris là, qui s'appelle l'ENSTA. Et après, j'ai fait un doctorat en environnement marin. Donc, j'ai eu un passé j'ai fait pas mal de travaux dans la recherche, après en bureau d'études. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis maintenant au JPREB, où je suis chargé de développement scientifique. Donc je coordonne les différentes actions de recherche qui sont menées sur l'étang, en lien avec les chercheurs en particulier de l'Université de Marseille, de l'Université de Nîmes. On monte nous-mêmes des projets de recherche au sein du JPREB, en particulier sur la cartographie des austères par exemple. Je participe à l'Observatoire du milieu au sein du JPREB, c'est-à-dire qu'on va régulièrement sur l'étang de Berre, tous les mois, faire des prélèvements d'eau et de sédiments pour analyser l'environnement, pour analyser l'écosystème. Voilà, donc le JPREB, c'est un syndicat mixte. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, moi, je serais intéressé par avoir vos retours sur votre connaissance ou pas du JPREB. Alors, qui connaît, levez la main, qui connaît le JPREB, qui connaissait le JPREB avant de faire le projet? D'accord. Qui connaît le JPREB depuis le projet? Ah, quand même. Donc c'est utile. Oui. Le JPREB, c'est un syndicat mixte. Ça veut dire qu'il regroupe toutes les communes de l'étang de Berre, dont Martigues. Il regroupe aussi le département, la région, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture. Donc c'est principalement les communes et le département et la région qui nous financent. Et c'est eux qui sont bien sûr intéressés par nos travaux, que ce soit au niveau scientifique, mais aussi nos travaux sur l'image de l'étang, parce que ça fait partie de nos missions, essayer d'améliorer l'image qu'on peut avoir de l'étang. Vous savez très bien, puis apparemment vous avez fait des sondages, donc que l'étang pâtit d'une image vraiment dégradée. Donc nous, on essaye d'améliorer les choses au niveau aussi de l'image. Alors on travaille à la fois au niveau scientifique et à la fois au niveau communication. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a un but politique à améliorer l'image de l'étang de Berre? Alors, un syndicat mixte, ça veut dire que moi par exemple, je suis un technicien, on va dire, entre guillemets, du syndicat mixte, mais c'est un comité syndical qui contrôle le JPREB, et ce comité syndical, c'est des élus, c'est des politiques. Voilà. Donc, c'est les politiques, mais de tous les étangs de Berre. Il faut savoir qu'il y a peut y avoir plusieurs couleurs politiques autour de l'étang, mais au niveau du JPREB, ils arrivent à s'asseoir autour de la même table et de discuter, d'arriver à faire des projets pour améliorer donc l'image de l'étang, mais améliorer aussi sa qualité, à la fois sanitaire et écologique. Le but politique, c'est un but surtout d'arriver à ce que les populations locales se réapproprient l'étang. Parce que pendant très longtemps, l'étang a une telle image négative, et pour des très bonnes raisons. Hein, il a été très pollué à tous les niveaux, on ne pouvait pas s'y baigner, on ne pouvait pas y pêcher pendant très longtemps. Donc ça a changé, et donc les politiques essayent que les populations locales autour de l'étang se réapproprient l'étang, aillent s'y baigner, aillent se promener, pêcher, etc. quoi. Donc c'est un but en ce sens qui est politique. D'accord. Mais qui passe par une très bonne connaissance de l'écosystème, à la fois pour être sûr qu'on puisse justement s'y baigner, y pêcher, etc. Mais également la réhabilitation de l'étang de Berre, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 2000 et qui est très long. Et même en 2018, on est très loin du compte. On n'a pas fini de réhabiliter l'étang de Berre. Il y a encore beaucoup de travaux à faire. C'est pour ça que le JPREB a encore beaucoup d'actions à mener en ce sens-là. Donc au niveau perturbateurs endocriniens, alors on peut parler de plein de sujets différents, hein, que ce soit au niveau de l'image de l'étang, de la qualité donc sanitaire. Est-ce qu'on peut s'y baigner? Est-ce qu'on peut y manger des palourdes, par exemple? On peut parler aussi d'écosystème, si vous voulez, plus est-ce que l'étang est un écosystème équilibré? Vraiment là, on parle plus de science. Voilà, ça peut être très varié comme question, hein, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on se focalise plus sur votre question principale, c'était peut-on se baigner dans l'étang de Berre, et plus particulièrement la problématique des perturbateurs endocriniens. Notamment, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Les élèves
allez-y, on peut partir sur les questions dont on n'a pas eu de réponse, ou en tout cas, on peut commencer par votre avis sur peut-on se baigner, puis parler des palourdes, puis ensuite de l'image. Ok. Puis, voilà, on peut, ce que vous avez décliné. Alors, se baigner, on peut bien sûr se baigner. Il y a une quinzaine de plages maintenant sur l'étang de Berre. Le JPREB participe à un suivi de la qualité des eaux de baignade, en complément des mesures qui sont obligatoires de l'État. Nous, le JPREB, de juin à septembre, on complète les mesures de l'État en faisant une mesure par semaine de la qualité des eaux de baignade. Et ça, c'est depuis un grand nombre d'années. On dispose même d'un label officiel sur ce sujet. Et la majeure partie des plages de l'étang sont classées de bonnes à excellentes. En moyenne, on peut presque dire qu'on est de meilleure qualité que les plages de Marseille, par exemple. Alors, il y a une plage à Istres qui s'appelle la Romaniquette où parfois il peut y avoir des petites pollutions. Donc, on peut tout à fait s'y baigner dans le sens de la qualité sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on analyse, c'est la charge en bactéries. Voilà. C'est ce qui est analysé pour la qualité sanitaire des eaux de baignade. On n'analyse pas les contaminants dans l'eau, on analyse les bactéries. Et c'est Lila qui s'est occupée de faire cette recherche avec son groupe sur effectivement les bactéries dans l'étang, donc sur E. coli et une salmonelle peut-être. Les entérocoques et Escherichia coli, voilà. C'est les deux qui sont mesurés. Voilà, vous avez dû le voir sur notre site. Ouais. Voilà, donc. En fait, chaque groupe d'élèves avait un travail. En fait, ils ont déterminé des sous-questions et chaque binôme ou trinôme a fait un pôle en fait, de recherche par rapport à ça. Donc, ça corrobore en fait ce qu'on avait trouvé nous là sur les bactéries. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, et c'est la même problématique à Marseille ou sur d'autres zones, hein, c'est que par contre, par temps d'orage, par temps de forte pluie, les réseaux des stations d'épuration souvent sont débordés, enfin, dans le sens propre et figuré, c'est-à-dire que les stations d'épuration n'arrivent pas à épurer correctement les rejets urbains, et ça se retrouve soit en mer, soit dans l'étang. Donc après les temps d'orage, c'est normal que les plages soient fermées pendant un certain nombre de jours, le temps que toutes ces bactéries qui ont été amenées à l'étang disparaissent. Et ça, c'est quelque chose de très classique dans les régions méditerranéennes où on n'a pas de pluie pendant des mois et tout d'un coup, il y a des pluies énormes qui font tout déborder, qui lessivent les sols, les routes des villes, etc., qui sont très sales. Tout ça, ça va dans les caniveaux et les caniveaux arrivent en mer ou dans l'étang. Donc ce qui est normal, il faut faire attention au niveau baignade, de ne pas se baigner après des temps d'orage. Mais généralement, les plages sont fermées après des forts orages. Et nous, on complète des mesures à ce moment-là en plus. Les contaminants ne sont pas pris en compte pour la qualité des eaux de baignade. Alors, non, pas de manière, pas avec des suivis réguliers. Les contaminants peuvent faire l'objet de mesures, mais très ponctuelles, parce que déjà, leur variabilité dans le temps est assez faible. À moins d'une forte pollution, mais vraiment spécifique aux contaminants. Genre, par exemple, l'usine de Total qui aurait un problème et qui tout d'un coup déverse plein d'hydrocarbures. Là, il y a une vraie problématique de contaminants et là, il y a des mesures qui sont faites. Et de manière routinière, c'est que la bactério qui est analysée, oui. Adrien, tu n'avais pas envoyé un article justement sur après les orages une canalisation qui avait éclaté au niveau de Total à la Med. Oui, tout à fait, après un orage justement. Enfin, c'est plus que ça avait débordé. C'est leur réseau. Donc Total a sa propre station d'épuration qui collecte toutes les eaux de la raffinerie quand il pleut. Ça va dans un bassin de décantation. Et après, ça va dans l'étang. Et quand ce bassin, quand il pleut trop et que ce bassin déborde, ça arrive dans l'étang sans décantation, justement. C'était en 2014. Ça avait donné lieu justement à des analyses faites par le JPREB, payées par Total, sur les palourdes, entre autres, et l'eau aussi. Ouais. Et là, il n'y avait pas... Récemment, il y a 2 ou 3 semaines. Ah, 2 ou 3 semaines? Alors, ça, je ne suis pas au courant. Une canalisation qui aurait éclaté et actuellement, il y a des barrages posés dans l'étang de Bolmont. Ah, alors, de Bolmont. Mais après, ça... De Bolmont. Alors, l'étang
Vous êtes sûr? Oui, l'étang. Quand il y a eu, vous savez, les forts orages, là, il y a un vendredi. Oui, je me souviens, ouais. Adrien m'a envoyé un article. Alors, c'était quoi ta source, Adrien? C'était la Provence. De la Provence, disant qu'il y avait eu des déversements malencontreux d'hydrocarbures dans le canal, en fait. Enfin, dans le canal. Oui. Ah, pas dans le. Port de Martigues et C'est le canal qui est devant la Med, oui. c'est ça? Ouais. Et donc là, ils ont des barrages qui mettent, mais quasiment tout le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas circuler en bateau sur ce canal parce qu'au niveau de la Med, il y a des barrages des deux côtés, justement pour capter au maximum les hydrocarbures qui pourraient tomber dans le canal. Oui. Mais là, du coup, ça ne communique pas avec Berre. Ouais. Et ils ne sont pas censés forcément nous communiquer ce genre d'informations. Quand ça arrive dans l'étang, en masse, là, par contre, ils nous contactent et on mène des analyses complémentaires. Ça reste donc des accidents ponctuels, mais de manière régulière, l'étang est tout à fait propre, du coup, à la baignade. Et est-ce que vous êtes déjà baigné dans l'étang? Alors, moi, je m'y baigne très souvent, mais j'y plonge plutôt, pour mon travail. Dans le cadre du JPREB, on fait beaucoup de mesures à partir de notre bateau, sans forcément aller dans l'eau. On prélève de l'eau, on prélève du sédiment, on a différents appareils pour faire ça. Par contre, on y plonge aussi pour suivre entre autres les herbiers de zostère. C'est les herbiers qui ont un rôle écologique très très important, qui avaient complètement disparu dans l'étang et qui petit à petit sont en train de recoloniser l'étang. Surtout ces dernières années, là, on observe des choses très, très impressionnantes. Donc, dans ce cadre-là, on plonge très souvent sur tout le pourtour de l'étang. En apnée et en bouteille aussi. On a tous des diplômes de plongée pour aller plonger au fond de l'étang jusqu'à 9 mètres de fond. Il fait 9 mètres au milieu. Là, c'est surtout dans les cadres de projets de recherche où on est obligé, avec des bouteilles, de descendre au fond de l'étang pour placer des appareils de mesure. C'est tout ce qui porte sur la problématique de l'oxygène dans l'étang, qui est un des gros problèmes actuels encore de l'étang, surtout au milieu de l'étang. Après, on repartira sur l'oxygène. Tu avais une question? Dans l'étang, il contient des métaux lourds ou pas? Il y a eu une époque où il en a contenu vraiment beaucoup. En fait, maintenant, il y en a encore dans les sédiments, mais en profondeur. Dans les sédiments superficiels, on va dire sur 15 à 20 cm, il y en a maintenant très peu des métaux lourds. Il y en a. Il y en a comme il peut y en avoir partout, dans tous les écosystèmes. Ce n'est pas propre qu'à l'étang de Berre. Hein. On va en mer, on prélève des sédiments, du sable. Hein. On peut trouver des métaux lourds. On peut trouver des perturbateurs endocriniens à peu près partout. Dans l'étang de Berre, en effet, au niveau de son histoire, il en a eu beaucoup. Maintenant, c'est enfoui, en fait. La pollution est enfouie. Donc dans l'eau, il y en a vraiment très peu, voire pas du tout. Dans les coquillages, il y en a un tout petit peu, mais largement en dessous des normes sanitaires. Donc ça, au niveau coquillage, puisqu'on peut aborder les palourdes si vous voulez, hein, puisqu'il y a maintenant une semaine ou deux, la pêche à la palourde professionnelle a été ouverte dans l'étang. C'est-à-dire qu'on a autorisé les pêcheurs à aller prendre des palourdes dans l'étang et à les vendre. Donc il faut savoir qu'avant d'arriver à ça, on a mené une étude de plus d'1 an et demi au JPREB, en faisant des analyses tous les 15 jours sur la quantité de bactéries qu'il pouvait y avoir dans les palourdes. Il y a eu 2 mesures de fait sur tous les contaminants possibles qu'on pouvait trouver dans la chair des palourdes. Et tout ça a montré que les palourdes sont tout à fait propres à la consommation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, parce que le zéro n'existe pas en fait. Et vous avez dû entendre parler des récentes problématiques qu'il y a eu à Fos, de l'étude. Là, on en a beaucoup parlé dans les journaux ces derniers jours. Là, une étude à Fos qui a montré qu'on retrouvait plein de choses dans de la viande de taureau, dans du fromage de chèvre, dans tous les aliments. Voilà. Dans tous les aliments, on peut retrouver des traces de métaux lourds, de contaminants. Et ensuite, il existe des normes. Il y a des normes sanitaires. En dessous des normes, on considère que le produit est sanitairement bon, on peut le consommer. Donc dans les palourdes de l'étang de Berre, on a trouvé en infime proportion un petit peu de métaux lourds, mais largement en dessous des seuils. Du coup, j'ai vu, parce que je crois que c'est Anaïs qui avait fait la recherche notamment,
sur le fait que ces palourdes, est-ce qu'elles doivent aller dans une sorte de bassin Oui. Voilà. Oui, ça c'est A, B et C, j'ai vu. Voilà, c'est les zones A, B et C de pêche. Alors, le suivi qu'on a mené pendant plus d'1 an, c'était tous les 15 jours d'aller prélever des palourdes à différents endroits de l'étang pour faire une analyse bactériologique. Et il se trouvait que parfois, on allait ramasser les palourdes après un orage. Et après un orage, les palourdes, en effet, on a pu voir qu'elles pouvaient être contaminées par des bactéries, après les orages. Et donc, on a fait ce suivi sur 1 an, et ça montrait que les palourdes, de manière générale, étaient parfaitement aptes à la consommation, sauf après des temps d'orage où elles pouvaient être contaminées. Donc le fait de classer en zone B va obliger les revendeurs de palourdes à placer les palourdes dans des bacs pendant 48 heures avec de l'eau qui circule pour qu'elles s'auto-épurent des bactéries qu'elles peuvent éventuellement contenir. C'est une mesure de précaution en fait. Mais du coup, est-ce que vous mangez des palourdes? Alors, j'en mange vraiment régulièrement. Parce qu'il se trouve que justement, nous, on fait ces suivis de palourdes dans l'étang. On en fait très très souvent des analyses de palourdes. Alors, on les a faites dans le cadre sanitaire. Là, on va démarrer une thèse sur le sujet de la palourde pour mieux comprendre sa physiologie, pour essayer d'avoir une pêche durable, donc de développer des outils de gestion, etc. Donc, on va mener un projet de 3 ans là-dessus. Donc, en fait, les palourdes, on va très souvent en récupérer dans l'étang pour évaluer combien il y en a. On appelle les densités. Pour ensuite les mesurer, les peser, on fait plein d'analyses dessus, quoi. Forcément, je m'en mets un petit peu de côté et je les mange le soir, quoi, bien sûr. Non, elles sont très très bonnes. Elles sont très très bonnes. Et la palourde, c'est vraiment un très bon coquillage d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, il y a au niveau zone de pêche, l'étang de Veynes est interdit à la pêche. Voilà, donc n'allez pas ramasser des palourdes dans Veynes. Veynes, historiquement, a reçu beaucoup de contaminants. Donc, ça a toujours été fermé à la pêche au coquillage. On n'a même pas fait d'analyse. C'était acté que l'étang de Veynes, il n'y aurait pas de pêche. Et pareil pour l'anse de Saint-Chamas. L'anse qui est tout au nord. Là, la pêche est interdite aussi. Voilà. Tout le reste, c'est possible. Sur votre site, en fait, j'ai vu que vous faisiez différents types d'analyses et savoir, en fait, quand est-ce que vous les faites et est-ce que vous les faites sur les plages, justement, où on se baigne? Lesquelles d'analyse? J'ai vu, c'était au niveau de la catégorie polluants où on pouvait faire des analyses sur les nutriments, sur les matières. Ces analyses-là, elles sont vraiment faites pour essayer de comprendre l'écosystème, de savoir si l'écosystème est eutrophe. Est-ce que le terme d'eutrophisation vous parle? Non, il y a un groupe qui a travaillé, qui m'a envoyé là, son travail sur l'eutrophisation. Ah ben, c'est ceux des nitrates. Voilà. Alors les nitrates, typiquement. Alors eutrophisation, tu as compris quoi? Eutrophisation, c'est le fait qu'un milieu ait un surplus de nutriments, que ce soit au niveau des nitrates et des phosphates. Et du coup, ça entraîne quoi? Et ça entraîne dans le cas ici de l'étang de Verre, ça entraîne un surplus d'algues vertes. C'est ça. Ouais. Oui, c'est bien résumé. Ah mince, il y a le micro, Bon, il va y avoir un petit peu de bruit sur l'enregistrement, mais il fait vraiment chaud là. Donc l'eutrophisation, en effet, c'est ça. C'est quand il y a un excès d'apport en nutriments à un écosystème donné. Ça entraîne le développement ça déséquilibre l'écosystème. Et donc il va y avoir un développement de phytoplancton. Les phytoplanctons, c'est les micro-algues microscopiques qui sont dans l'écosystème. Donc par exemple, quand on voit une masse d'eau complètement verte, toute verte, trouble, comme l'étang du Bolmont par exemple. L'étang du Bolmont est extrêmement eutrophisé. L'étang de Berre était comme ça avant les années 2000. Maintenant, l'étang de Berre, l'eutrophisation de l'étang de Berre a diminué, mais elle est encore forte. Et en effet, il y a des développements de macro-algues, ce qu'on appelle les ulves. Et ça, je pense que si vous êtes déjà allé vous baigner dans l'étang de Berre, vous avez dû en voir. C'est des sortes on dirait des sacs plastiques verts. Et il y a des développements massifs de ces algues, qu'on appelle des ulves, et qui peuvent après s'échouer sur les plages. Donc là, on est obligé de les ramasser de manière régulière. Et à l'anse de Ferrières, il me semble, il y a quelques mois, il y a eu un échouage massif d'ulves qui a dû être ramassé.
Donc ça, c'est clairement le signe d'un écosystème qui est encore déséquilibré. Donc l'écosystème de l'étang de Berre va mieux, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour réduire les apports en nutriments, mais il n'est pas encore complètement équilibré. Il est vraiment encore déséquilibré. Vas-y Clément, Du coup, il est pollué ou pas? Eh ben, en fait, il faut savoir de quoi on parle. Donc justement, je me posais la question, les nutriments, est-ce que vous les mesurez sur les plages ou quoi? Bah, non, on ne mesure pas directement sur la plage des nutriments ou de la matière organique, parce qu'on va le mesurer plutôt sur des stations. Des stations, pour nous, c'est un point dans l'étang, en différents points de l'étang, parce que là, on a besoin d'informations sur le fonctionnement de l'écosystème. Et quand on parle d'eutrophisation, on ne va pas dire que l'étang est pollué, on va dire qu'il est eutrophisé. Il est en déséquilibre. Si on veut dire pollué, il faut savoir est-ce qu'il est pollué en hydrocarbures, est-ce qu'il est pollué en autres contaminants, en PCB par exemple. Et on peut même parler de pollution à l'eau douce. Nous, au JPREB par exemple, on parle de pollution à l'eau douce. C'est une manière un peu extrême de dire les choses, mais actuellement, le plus gros contributeur en termes de nutriments à l'étang, c'est la centrale de Saint-Chamas. Donc les débits sont énormes, ils amènent énormément de matière en suspension et de nutriments. Ça participe à l'eutrophisation de l'étang. Et le deuxième point, c'est que toute cette eau douce qui arrive dans l'étang fait que l'eau, en fait, douce reste en surface et la colonne d'eau, la verticale, est stratifiée. C'est-à-dire qu'on a de l'eau douce en surface et de l'eau très salée au fond. Et ça fait comme une barrière, cette eau douce. Et donc, c'est pour ça qu'on a des problèmes d'oxygène après. L'oxygène atmosphérique n'arrive plus à arriver au fond. Et au fond, régulièrement, il n'y a plus d'oxygène. Et quand il n'y a plus d'oxygène, tout meurt. Donc toute la partie centrale de l'étang, sur les profondeurs entre 5 et 9 mètres, il y a très peu de vie, voire pas du tout de vie, à cause de ces problèmes d'oxygène. Et un des responsables, c'est EDF qui déverse cette eau douce. Et c'est pour ça qu'en 2005, il y a eu une condamnation par l'Union européenne pour pollution à l'eau douce de l'État français. Et c'est ce qui a conduit EDF et l'État français à forcer à EDF de réduire les apports par la centrale. C'était en 2005. Voilà. Et là, on parle de pollution à l'eau douce. Mais cette pollution-là, pour ta qualité des eaux de baignade ou pour les palourdes, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une pollution pour l'écosystème. Oui, mais ça a quand même un impact sur la quantité de nitrates et de phosphates dans l'étang, donc oui. d'ulve, donc potentiellement d'H2S. Alors non, l'H2S, oui, l'H2S peut être produit, mais uniquement à terre en fait. C'est la dégradation des ulves quand elles sont sorties de l'eau. Dans l'eau, il ne peut pas y avoir de H2S. Il n'y a pas ce problème-là. Donc le problème de l'ulve, en effet, à terre, c'est possible. Et ça, c'est dû à l'eutrophisation, tout à fait. J'ai trouvé sur un site qu'il y a certaines usines qui rejettent des DCO dans l'étang. J'ai vu que c'était des chimiques en oxygène. Dosage chimique en oxygène. Oui, ça concerne l'oxygène, justement. Alors ça veut dire quoi? Voilà, on n'a pas compris. Les DCO, c'est les mesures qui sont faites surtout aux sorties des stations d'épuration. Et la demande en oxygène montre à quel point il y a encore des organismes vivants qui donc ont besoin de prendre beaucoup d'oxygène. Voilà. Mais du coup, c'est les usines qui rejettent des... C'est pas les usines. Là c'est... si, les usines peuvent présenter aussi des DCO. Alors moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais les usines peuvent présenter ça, mais c'est surtout les sorties des stations d'épuration, il me semble, qui présentent des valeurs comme ça d'oxygène, de DCO. Et c'est une manière d'évaluer si la station d'épuration a bien travaillé ou pas, il me semble. Voilà. Parce qu'en fait, si elle rejette beaucoup de matière organique, du coup... il y a beaucoup d'activités bactériennes, voilà. Et donc ça va consommer du dioxygène. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a... Ça va créer un déficit de dioxygène dans le milieu. Non, ils voient ça plutôt qu'il reste beaucoup de matière organique dans le rejet. Le devenir dans l'écosystème, c'est pas leur problème. Voilà. La problématique de l'oxygène, elle est surtout au fond,
parce qu'il y a moins d'oxygène qui arrive par l'atmosphère. Tandis que dans les eaux de surface, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a des échanges entre l'air et l'eau qui font qu'il y a de l'oxygène. Il y a des questions, oui, Adrien. On a mesuré la salinité de l'eau, mais on a pris de l'eau en surface. Du coup, si on prend de l'eau au fond, on n'aura pas du tout les mêmes données? Pas du tout. Sauf après un énorme coup de Mistral. Le Mistral, c'est ce qui sauve un petit peu l'étang régulièrement, parce que quand le Mistral souffle, il faut voir le Mistral, il va pousser les eaux. Alors, vous connaissez le Mistral, enfin, j'espère. Hein. Ça souffle du nord vers du nord-ouest vers le sud-ouest, donc globalement de Istres vers le Jail. Donc les eaux de surface partent comme ça vers le Jail, et au fond, c'est exactement l'inverse qui se passe. Une sorte de tapis roulant, quoi. Les eaux du fond, elles remontent vers le nord. Et puis, le fait qu'il y ait beaucoup de vagues, voilà, tout ça, ça remue toute la colonne d'eau. Et là, après un gros coup de Mistral, l'étang, il est homogène. On aura les mêmes salinités entre la surface et le fond, on aura la même quantité d'oxygène, etc. Par contre, par des périodes de calme, là, c'est très très différent. On peut en effet avoir une salinité de 15 en surface et de 35 au fond. Et c'est là où on parle de stratification, de gradient. C'est une notion de maths aussi. C'est-à-dire une forte différence entre la surface et le fond. Et c'est là où on parle de système avec bicouche, par exemple. Une couche de surface, une couche de fond. Et ça fait comme une barrière. Il ne peut plus y avoir d'échange. Spécifiquement à Martigues, là où l'eau de mer rentre, puisque l'eau de mer ne rentre dans l'étang de Berre qu'à Martigues, par le canal de 40. Donc là, au fond, vous avez vraiment la mer qui rentre, alors que dessus, il y a l'étang de Berre. Donc si vous faites des mesures à cet endroit-là, c'est toujours très stratifié. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce thème sur la salinité? Oui. Ah non, bah alors change, il n'y a aucun souci. Moi, je voulais savoir si vous savez comment on peut réduire la quantité de polluants dans les temps. La première chose à faire, c'est de poursuivre les efforts sur la réduction des apports de polluants. Voilà. Il y a une partie des polluants qui est enfouie dans les sédiments, on ne peut rien y faire. Il vaut mieux les oublier. Et il faut éviter de draguer l'étang. Donc là, typiquement, c'est interdit d'utiliser pour les palourdes. C'était une question, ça, parce que classiquement, la palourde peut être ramassée avec des dragues. Vous savez ce que c'est des dragues? Non, Voilà, globalement, c'est un truc qui racle le sol et qui récupère tout ce qu'il y a. Et c'est très pratique pour ramasser les coquillages qu'il y a dans le sable. Le problème, c'est que ça remet en suspension tous les sédiments. Et ça déchire les fonds. Donc s'il y a des herbiers de zoster, ça va les détruire. Donc nous, au GIPREV, on a été vraiment très actifs là-dessus pour dire interdiction de la drague. C'est que de la pêche à main. Ils ont des petits râteaux là et ils pêchent les palourdes à la main. Donc les polluants sont enfouis dans les sédiments. Et de plus en plus, on lutte pour réduire les apports de polluants par les industries ou par les stations d'épuration, en améliorant les systèmes d'épuration, en améliorant les réseaux d'assainissement, etc. Et du coup, le fait de rouvrir le canal du Rove ou de dévier la Durance, c'est deux grosses solutions, on en est où? C'est vraiment les deux gros projets portés par le GIPREB depuis très longtemps. La dérivation, elle est vraiment plus trop à l'ordre du jour parce que les coûts sont très très conséquents et que personne ne veut les porter. On parle de plusieurs milliards d'euros. Le canal du Rove, alors ça c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. Question du coup. Sur les métaux lourds, du coup, le dosage des métaux lourds, on n'avait pas réussi à trouver des données récentes. Est-ce que vous avez ça en magasin ou pas? Alors, dosage en métaux lourds dans l'eau. Dans l'eau, oui. Dans l'eau. Alors, nous, on n'en fait pas directement, parce que c'est des analyses qui sont complexes et coûteuses. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas pu les faire. Ouais. Les dernières analyses qu'on connaît, nous, c'est les analyses qui sont faites dans le cadre de la DCE. Alors, est-ce que la DCE, vous en avez entendu parler? Vous savez ce que c'est? Donc, c'est une directive cadre sur l'eau, qui est une directive européenne de bon état
c'est des objectifs d'atteinte de bon état écologique de masse d'eau sur toute l'Europe. Donc ça a été défini dans les années 2000. Au début, on avait défini 2015 comme l'année où il fallait que toutes les masses d'eau soient en bon état. Forcément, il y a eu des dérogations. Pour l'étang de Berre, maintenant, on est en une atteinte du bon état en 2027. Et donc, dans ce cadre de la DCE, des suivis sont faits par l'IFREMER de manière régulière sur différents paramètres de l'écosystème. Dont la chimie, dont les métaux lourds. Et les dernières mesures datent de 2015. C'est bien. Ouais, Voilà. c'est- Donc, je pourrais vous donner le rapport en PDF, si vous voulez, de ces mesures de 2015. J'ai juste imprimé quelques pages, là, si vous voulez, où il y a les tableaux de résultats. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ne détaillent pas forcément toutes les mesures. Parce que ce qui les intéresse surtout, c'est de pouvoir dire c'est mauvais, moyen, bon, très bon. C'est les trois gammes qui sont importantes pour la DCE. Donc il y a des seuils qui sont définis. Par exemple, pour les nitrates aussi, si on est au-dessus de 200, c'est très mauvais. Si on est en dessous de, je ne sais plus les seuils, je ne les ai pas en tête, mais voilà, il y a des seuils qui disent si on est dans un bon état ou pas. Donc la DCE, ça couvre tout, ça couvre les herbiers de zoster, ça couvre les concentrations en nitrate, en phosphate, en chlorophylle, ça va couvrir les quantités de métaux dans l'eau, les quantités de métaux ou de contaminants dans la chair vivante des moules. Donc c'est tout un panel de mesures qui sont faites de manière régulière, mais pas forcément au même moment. Donc voilà, pour tout ce qui est contaminant, les dernières mesures, c'est 2015. Bon, ben ça nous intéresse. Donc dans l'eau, il n'y a rien qui... Enfin, on est classé très bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun paramètre qui montre des valeurs anormales. On est classé très bon dans l'eau. Dans les sédiments, j'imagine que... Alors dans les sédiments, là, j'ai pas les mesures avec moi et les dernières sont vieilles. Et les prélèvements ont été faits l'année dernière. On a accompagné l'IFREMER pour le faire. Et par contre, les résultats ne sont pas encore connus. Et dans les moules, donc dans la chair vivante, là par contre, il y a eu un perturbateur endocrinien qui a été mesuré, qui s'appelle le 4-ter-octylphénol. Bon, moi je ne le connaissais pas. Il a été mesuré en fait quasiment partout. Donc pas que dans l'étang de Berre, quasiment dans tous les étangs de la région Languedoc, Corse, Rhône, dans presque toutes les rivières. Quasiment toutes les masses d'eau ont été impactées par ce perturbateur endocrinien. On sait d'où il vient? Non, enfin moi je ne sais pas. Mais donc vous l'aurez dans ce tableau. C'est dans la partie chimie matière vivante. Donc voilà ce qu'il y avait dans les moules. Et il est néfaste pour nous? Comme tous les perturbateurs endocriniens, on ne sait pas forcément quels sont les effets. Ça agit forcément un petit peu sur notre système, mais dans quelle mesure, je pense moi je ne suis pas capable de vous le dire. Donc ça veut dire que si on consomme des moules, voilà, elles sont interdites à la consommation, Alors, les moules de l'étang de Berre? Alors les moules, c'est plus compliqué dans l'étang. C'est un peu historique. Les moules dans l'étang de Berre, oui, on n'a pas le droit de les pêcher grandes et de les commercialiser. Par contre, toutes les moules qui sont dans l'anse de Carteau à Fos, vous savez, là, il y a des mythiculteurs qui cultivent les moules. Eux, ils prennent les petites moules dans l'étang et après les font grandir à Carteau. D'accord. Pourquoi on ne peut pas prendre des moules grandes dans l'étang? C'est un arrêté de l'État qui a décidé ça il y a beaucoup d'années. Pour le moment, personne n'a demandé à ce que ça change. Donc, c'est toujours le cas. C'est parce que pour des polluants ou pour protéger les moules? C'était, j'imagine, avant, pour une problématique de polluants. D'accord. Pour protéger peut-être la filière de Carteau qui vient prendre les naissins, on appelle les naissins de moules, c'est les toutes petites moules qui sont prises dans l'étang et qui sont mises à grandir après à Carteau. Moi, j'ai des amis qui mangent des moules tous les jours, enfin tous les jours peut-être pas, mais qui en mangent régulièrement, des moules qui viennent dans l'étang. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'appareils de mesure dans l'étang. Dès que vous mettez quelque chose dans l'étang, il y a des moules qui viennent se fixer dessus. Très très vite.
En 3-4 mois, vous pouvez avoir un énorme stock de moules posé sur vos appareils au fond de l'étang. Et donc de temps en temps, il y a des chercheurs avec qui on travaille, ils viennent sur l'étang prendre l'appareil, ils voient les moules, ils les prennent et ils les mangent. On a fait tout un travail de critique sur la qualité des arguments. Alors comme vous dites, je connais des personnes qui le font et qui en mangent, je leur demande ce qu'ils pensent de cet argument-là. Moi, ce que je pense... À réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que la moule concentre, comme potentiellement la palourde, c'est des organismes qui filtrent l'eau. C'est-à-dire ils se nourrissent en pompant l'eau et en récupérant de la matière qu'il y a dans l'eau. Du coup, c'est des organismes qui peuvent vraiment accumuler les contaminants, les métaux. C'est pour ça que c'est la moule, entre autres, qui est utilisée dans le cadre de ces mesures de la DCE comme indicateur de pollution ou pas. Donc là, les moules, elles sont mises dans l'eau pendant un certain temps, le temps qu'elles filtrent, qu'elles accumulent, et ensuite, on fait ces mesures. Alors par exemple, en 2009, il y avait les mesures étaient très bonnes, ils n'avaient rien trouvé. Là, en 2015, ils ont trouvé ce perturbateur endocrinien, mais qui n'était pas mesuré avant. Et ils l'ont trouvé partout. Donc imaginez, peut-être que le poisson que vous achetez à Carreau, il contient ce même perturbateur. C'est toute la problématique. Maintenant, on ne sait pas quels sont les effets de ces perturbateurs et on ne sait pas où ils se trouvent. Ils peuvent se trouver partout. C'est un vrai problème actuel majeur de santé publique. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que l'étang est pire qu'un autre. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des mesures de perturbateurs endocriniens dans l'eau de l'étang de Berre ? Non, nous on ne le fait pas. Et c'est compliqué. Alors nous, on a accompagné des mesures, par contre, qui ont été faites pareil récemment. Il y a un gros projet de recherche sur les perturbateurs endocriniens qui a démarré l'année dernière avec l'IFREMER, qui analyse donc un grand nombre de lagunes différentes sur la France, avec des capteurs qui s'appellent des POCIS. Alors je ne sais pas si dans vos recherches biblio vous aviez vu ça. Au lieu d'utiliser la moule, on utilise des appareils qui ont une sorte de gel qui vont permettre d'accumuler justement ces contaminants. Donc on les met dans l'eau pendant 3 semaines et ensuite ils sont analysés. Et donc ça, c'est une étude qui est en cours et on nous a dit que les résultats, on ne les aurait pas avant 2020. Voilà. Donc, à la fois parce que c'est un projet qui couvre plein de lagunes et à la fois parce que c'est vraiment compliqué, cette mesure. Il faut savoir que c'est des mesures quantitatives, là. C'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer une concentration en perturbateurs endocriniens. Alors que la méthode, à mon avis, WatchFrog, va dire il y en a pas. Il y a un effet sur le système endocrinien ou il n'y en a pas, ce qui est très différent. Donc la mesure quantitative est très compliquée et la mesure WatchFrog va par contre être très intéressante. On va voir s'il y a des effets, mais c'est des choses qui sont complémentaires. Alors je ne sais pas, il faudra voir avec l'entreprise, les chercheurs, si effectivement il y a plus de luminescence en fonction de la concentration. Je sais pas. On va voir, donc j'ai réécrit aujourd'hui à l'entreprise et ils sont en train d'élever les têtards, ça y est, ils sont éclos et ils vont les mettre dans l'eau bientôt parce qu'on est obligé d'avoir les résultats assez vite. Alors on a eu une autre question justement, alors peut-être on peut avoir votre avis de scientifique. En fait on a travaillé avec un professeur de philo sur un tout autre domaine, sur l'obligation vaccinale et sur finalement la question éthique, est-ce que l'État peut nous obliger à nous faire vacciner ? Et quand on a parlé de notre projet scientifique et qu'on a parlé qu'on utilisait des têtards OGM pour mesurer la concentration de perturbateurs endocriniens dans l'eau, le professeur de philosophie nous a apporté un autre point de vue, en nous disant qu'utiliser des êtres vivants comme outil de mesure, en fait, c'était peut-être pas éthique. Et du coup, on en a discuté dans la classe et il y a Louane notamment qui s'est occupée de faire un petit peu des recherches là-dessus. Qu'en pensez-vous du coup d'utiliser des êtres... Alors la moule qu'on peut utiliser comme moyen de dosage de certains polluants, la moule on l'embête pas trop, elle vit, elle est là, elle va récupérer de l'eau. Mais là, créer des êtres vivants... Du coup, la moule, quand même, pour ensuite analyser, de toute façon, on la prend et on la tue. Hein. Et oui, donc on la prend, on la tue. Voilà. De toute façon... Donc,
Justement, c'est amusant parce que j'ai quand même un peu lu le détail des projets de WatchFrog. Et eux, ils justifient d'autant plus le fait d'utiliser des larves, des post-larves, des têtards, c'est des larves, et c'est juste après la fécondation, au lieu d'utiliser des organismes vivants du type souris ou des animaux qui sont du coup plus à des stades de larves. Parce qu'avant, de ce que j'ai pu comprendre, ces perturbateurs endocriniens étaient testés plutôt sur des organismes type singe, souris, etc. Donc des organismes qui ne sont plus une larve. Donc eux, ils justifient le fait d'utiliser des larves en disant au moins on n'utilise pas des organismes adultes. On les prend à J+0 après fécondation. Donc moi, en tant que scientifique, non, mais de tout temps, on a utilisé des organismes vivants pour faire pas dire. C'est plus en termes de médecine, etc. On a toujours de tout temps utilisé des organismes vivants et c'est grâce à ça qu'on a des médecines aussi avancées maintenant. Il faut le savoir. Donc maintenant, on veut de moins en moins agir sur des organismes vivants et c'est très bien. Pareil dans les abattoirs, autant aller le maximum vers le moins de souffrance des animaux, etc., le moins d'utilisation des animaux. Mais si ça peut nous aider à mieux vivre, et surtout au stade de larve, je pense que pour moi, personnellement, ça ne me perturbe pas. Par contre, je comprends tout à fait que ça puisse perturber des gens au niveau éthique. Moi non. Au niveau scientifique, ça ne me perturbe pas. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ça? Ah, ouais. C'est-à-dire, vas-y, développe, redis alors, puisqu'on est dans le développe. On utilise des larves et des bébés têtards et voilà. Ça m'affecte pas plus que ça de créer des bébés têtards et les tuer après. Enfin, c'est des bébés têtards et ça peut pas nous améliorer notre. Ça se mange pas les têtards, ça nous aide pas pour nous. Alors du coup, si ton argument c'est effectivement de dire c'est parce que c'est des bébés entre guillemets, est-ce qu'alors on peut justifier la recherche sur des embryons humains par exemple? Tu vois, post-fécondation, on est à 10 cellules, 14 cellules, tu vois ce que... Enfin, alors c'est pas la même chose, hein, d'accord. Mais est-ce que juste la détermination du stade d'avancée de développement est un argument? Je ne sais pas, parce qu'on peut très bien dire, alors pourquoi on irait beaucoup plus vite avec, peut-être avec des embryons humains, on comprendra encore mieux, parce que là on cherche des modèles qui sont proches du système hormonal humain. Tant qu'à faire, on utilise des embryons humains, c'est plus simple, non? Alors tu voulais dire quelque chose? Déjà, du moment qu'on les crée, c'est mieux que de prendre que des têtards qui existent déjà. Tu veux dire qu'on les crée pour ça, donc de toute façon... Ouais, et puis même, je sais pas, j'en suis pas sûr, mais les têtards, ça n'a pas autant de sentiments qu'un singe ou qu'un truc, ça ressemble moins les trucs genre en mode... il sait pas que c'est un OGM. C'est comme une moule, hein. Une moule, ça a moins d'intelligence entre guillemets qu'un singe. En fait, oui, quand c'était encore sur la partie, c'était sur la partie polluante. Et en fait, on a trouvé donc des éléments chimiques, on a regardé avec Madame Fou aussi et qu'on a réussi à voir ce que c'était. Mais on ne comprenait pas exactement le tableau. C'était un tableau où il y avait de la MES, des CO, et on ne comprenait pas exactement ce tableau, à quoi il correspondait. C'est sur le site du JPREB, on va vous montrer, peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer. Ok. Ou alors vous me l'envoyez par mail et je vous répondrai par mail si vous préférez. Hein. Il y a un travail qui a été fait par les élèves aussi sur d'où viendraient les polluants de l'étang en fait. Donc on a essayé d'étudier l'étang comme un bassin versant et du coup on a utilisé des cartes qui montrent, des élèves ont fait des recherches sur les affluents de l'étang. Je vous écoute, il y avait quoi comme affluent? C'est-à-dire comme affluent? Les rivières qui se jetaient dans l'étang. Ah, déjà, d'accord, ça sonne. Alors, on va peut-être c'est mieux que Clément il l'utilise, parce que Clément il l'utilise. Les affluents. Les rivières qui se jettent dans l'étang, qui pourraient drainer des polluants. Il y a l'Arc, la Colombe, Touloubre. le canal de Bienne. Oui. Ah qui n'est pas naturel. Le gros qui n'est pas naturel. Et
Non, je sais plus, moi, j'ai pas la carte devant moi. Oui. Il n'est pas bien là. Mais écoutez, je pense qu'on va arrêter les échanges là, ça vous va? Est-ce que je peux juste poser une question? Parce que vous me l'avez posée. Donc, est-ce que vous baignez dans l'étang et est-ce que vous mangez des palourdes? Alors, on a la réponse du sondage, mais juste à main levée, qui se baigne dans l'étang? Quand même. Donc, on est à peu près à un peu plus de 50%. Ah oui, plus que 50. 65, peut-être 70%. Est-ce que le fait d'avoir fait le projet scientifique, juste ça c'est une question, est-ce que le fait d'avoir réfléchi sur l'étang, d'avoir travaillé sur l'étang, de voir qu'effectivement la pollution principale c'est de l'eau douce finalement, est-ce que ça vous a rassuré pour vous baigner? Est-ce que les non-baigneurs vont peut-être essayer de se baigner? Ou est-ce que ça ne vous a pas fait changer d'avis? Parmi les non-baigneurs, qui change d'avis ou pas? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est dit, tiens, d'après ce que j'observe, d'après toutes les données qu'on a cherchées, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à changer d'avis ou pas du tout? Ça n'a pas du tout fait évoluer les choses. Mais qui est non-baigneur, par exemple, et veut bien me dire pourquoi il ne veut pas se baigner? Ah, voilà. Bon, je ne veux pas embêter, mais c'est juste pour comprendre, pour essayer de voir quels arguments... qu'est-ce qui... L'odeur déjà. Ah oui, L'odeur? Mais tu vas où dans l'étang quand tu vas te baigner? Oui, mais alors pourquoi tu me parles d'odeur? Mais non, mais les odeurs des fois, Ici, on est juste à côté. C'est pas naturel. Mais les usines, elles sont pas sur l'étang de Berre, elles sont derrière sur le golfe de Fos. Non, mais oui, c'est un bon exemple, c'est sûr. Parce que c'est vrai que nous, au lycée, ici, on a beaucoup d'odeurs. Mais les odeurs viennent pas de l'étang, elles viennent d'ailleurs. Il y a les algues en décomposition. Et alors après, il y a les algues, Voilà, bien sûr. Ça. Le problème, quand elle dit les odeurs, c'est les algues. C'est les odeurs d'algues. Pas les odeurs d'usine, alors. Bon, après. Donc c'est vrai que les marées vertes, là, sur la plage du lycée, l'odeur, la vue... Alors, c'est vrai que les problématiques de d'échouage d'algues, ça c'est encore à cause de l'eutrophisation de l'étang. Ça va pas s'améliorer forcément très vite, mais par contre les communes maintenant sur les plages ramassent tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que Martigues, jusqu'à l'année dernière, ne considérait pas l'étang de Berre comme une zone de baignade, donc ne faisait pas de ramassage. Sauf s'il y avait des problèmes sanitaires au niveau H2S. Voilà, et par contre, sur toutes les autres communes, les algues sont ramassées tous les jours. Du coup, les plages sont maintenant nickel. Et Martigues va le faire pour la prochaine saison estivale aussi. Pour Ferrières, en tout cas. Et Figuerolles. Donc on voit la complexité d'une prise de décision. Et je me rends compte là, le raisonnement scientifique et les preuves scientifiques ne suffisent pas. Très souvent. À faire évoluer les mentalités. C'est très long, en fait. Il faut du temps. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. De rien.